Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous l'avez vu sur le titre, on va analyser la compo du 15 de France. Elle vient de sortir il y a... Alors, c'est pas des surprises, parce qu'on en a entendu parler toute la semaine, mais il y a des choix surprenants de Fabien Galtier, et donc on va les analyser sur cette compo. On démarre avec la première ligne, Jean-Baptiste Legros, Peato Movaca et Winnie Antonio qui vont avoir un rôle prépondérant, évidemment, c'est logique, mais prépondérant dans la mêlée. On a vu qu'il y avait eu quelques difficultés quand même en Angleterre sur la mêlée, notamment il y a des mêlées décisives qui craquent un peu. Enfin, je crois qu'il y a un bras cassé sur la première mi-temps, il y a une pénalité peut-être au retour de la seconde, et je crois que l'autre pénalité, ça concerne le banc des remplaçants. Donc, mais sur ce match-là, face à une équipe d'Italie qui a un très bon paquet d'avant, mais qui sur la mêlée n'est pas exceptionnelle non plus, il va quand même falloir que l'équipe de France, avant l'Irlande, aille sur un perfect. Au minimum, alors, il va falloir faire le mieux possible évidemment, mais sur ce plan-là, ça vaudra aussi pour le banc des remplaçants, mais sur la mêlée, il va falloir évidemment se rassurer avant l'Irlande, parce que sinon ça va être la soupe à la grimace avant le plus gros choc du 6 Nations. Pour la deuxième ligne, retour de Thibaut Flament, enfin, qui permet en fait de donner ça permet en fait de donner une harmonie à la troisième ligne, parce que avec Roumat, la touche était bien, mais Kroos et Boudehand n'étaient pas non plus les solutions multiples pour avoir des leurres en touche, parce que sinon tu savais pertinemment que ça allait sur Roumat. Donc là en plus tu as Guillard qui saute aussi en touche, je crois bien. Donc là on a Kroos, Aldrit, Boudehand qui vont enfin avoir peut-être un peu moins de présence en touche. Ils vont en avoir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Parce que sinon en fait, en dehors de tout ce que j'ai dit sur sa sélection, qui me paraît encore, je le dis encore une fois, trop tôt, ça aurait été plus logique de mettre Boudehand sur le banc, même si vous pensez qu'il est génial et tout, etc. Parce que pour l'harmonie de cette troisième ligne, c'est plus logique d'avoir Djegou à la place de Boudehand que Boudehand titulaire. Parce que Djegou, en touche, est exceptionnel. En touche, il est exceptionnel. Et sur ce plan-là, sur l'harmonie du paquet d'avant, en gros du poste du 4 au 8, un joueur comme Djegou fait un peu plus sens que Boudehand. Parce que Boudehand, quand tu le combines à Kroos, en fait, t'as pas une deuxième solution miracle en touche, quoi. Mais bon, là, heureusement que t'as Guillard qui peut sauter en touche aussi, parce que s'il y avait eu Meafou, qu'on n'aurait pas eu Flament encore, on aurait peut-être pu se poser la question de est-ce que Djegou est pas un choix plus logique pour Fabien Galtier en poste de numéro 7. Mais voilà, qu'est-ce que je me suis noté pour la troisième ligne? Si dans le combat, évidemment, va falloir se la mettre sévère face à la troisième ligne italienne qui est devenue une des meilleures du monde, peut-être top 5 des meilleures troisième lignes. Lamaro, énorme plaqueur, dans les grattages énorme. Pareil, Negri, c'est voilà, le vieux briscard. Il tient 50 minutes, mais il les tient bien. Et ensuite, la petite pépite en numéro 8, Lorenzo Canone, qui a été joueur du match, je crois d'ailleurs, face au Pays de Galles, qui fait un bon début de tournoi. Il était un peu effacé face à l'Écosse. Là, face au Pays de Galles, on l'a enfin vu dans le combat. Donc sur ce plan-là, la troisième ligne, il va falloir quand même pas qu'on step up, parce qu'elle était déjà bien, cette troisième ligne, mais qu'il y ait encore plus de démonstration. Sur le poste de numéro 9, c'est Dupont, ça change pas évidemment. Mais ce qui va être intéressant, c'est que comme il n'y a plus Jalibert en 10, on va observer ce qui va se passer. Est-ce qu'on repasse sur un système offensif où Dupont est le centre névralgique avec ses avants, c'est lui qui anime, et une fois qu'il fait la passe à Ramos, faut qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que quand Ramos a le ballon, c'est qu'il y a une opportunité, que ce soit un jeu au pied, que ce soit une passe sautée, que ce soit il se passe quelque chose quoi avec Ramos. Soit on fait un système de jeu où pareil, on utilise... Alors je pense pas que ce soit le cas, mais la solution la moins probable, c'est que ça reparte sur quelque chose comme ce qu'avait fait Jalibert à Twickenham, c'est-à-dire que Ramos est en fin de compte le deuxième receveur, on place Barré en 10, et comme ça quand Ramos a le ballon, c'est qu'il a un peu plus de temps pour faire ce qu'il veut faire, et donc il le fait, et ça apporte un peu plus de dangerosité. Quelque chose d'intéressant aussi à regarder, ce sera le placement défensif de Thomas Ramos. Pourquoi? Parce que vous avez vu la semaine dernière, il y a 2 semaines du coup, Jalibert était placé en numéro 10, ce qui est logique, mais en défense. C'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde, Jalibert était titulaire en 10, mais sur les placements défensifs, il était placé en 13. C'est-à-dire que ça lui permettait de ne pas prendre la marée, ou de ne pas reculer, de ne pas laisser l'adversaire gagner la ligne d'avantage au poste de numéro 10, qui est crucial. C'est-à-dire qu'on mettait Moefana, on décalait toute la ligne arrière, et Jalibert se retrouvait à la place de Ficou. Là, face à l'Angleterre, on a vu Jalibert en 10. C'est vraiment dans sa position de 10, quoi.
et il a pris la marée. Enfin, voilà, il a pris la marée, 5 plaquages manqués. Donc sur ce plan-là, on va voir si Ramos, on va le considérer comme un joueur Ntamak, c'est-à-dire qu'il peut défendre sa zone du 10 sans problème, sans avoir besoin d'aide, sans trop reculer. Soit on le place en 13, et dans ce cas-là, on peut se poser la question de pourquoi Jalibert n'a pas été placé en 13 aussi face à l'Angleterre. Sinon, pas. Bon, il a eu 2 loupés, Thomas Ramos, face à l'Angleterre, mais en dehors de ça, voilà, on va encore regarder si Thomas Ramos est rodé. Je pense qu'honnêtement, c'était peut-être fatigue passagère face à l'Angleterre. Franchement, face au Perche, en fait, Thomas Ramos est peut-être le meilleur botteur du monde. Donc moi, je me fais pas de soucis. Après, si contre l'Italie, il recommence à peut-être louper 2-3 occasions face au Perche. On verra en fonction de la distance, bien évidemment, mais on verra si s'il est déréglé ou si c'est juste, voilà, si c'était juste une petite fatigue passagère. Pour la paire de centre, j'ai pas grand chose à dire. Vous avez vu ma vidéo hier sur Moefana, je trouve que c'est le joueur qui a le plus progressé avec le 15 de France. Ce qui va être intéressant par contre, c'est encore une fois de voir si Moefana et Barassi sont connectés. La communication, j'avais dit que les plaquages hauts c'était un peu le point faible de Moefana, mais la communication, même si j'ai loué ses progrès en communication, il faut encore qu'il soit parfait, quoi. Il faut vraiment pas que ce soit un moulin à parole, mais qu'avec Barassi, s'il y en a un qui pète, l'autre pète aussi, tu vois. C'est ce qui va être intéressant face à l'Italie, qui a top 5 des meilleures paires de centres du monde avec Menoncello et Brex. Le duel Moefana-Menoncello va être super intéressant à suivre. Mais en dehors de ça, voilà, la défense, on verra s'ils sont réutilisés un petit peu en attaque, mais comme on sait que le système offensif français, il est plutôt basé sur la recherche des espaces pour les ailiers, en vrai, c'est peut-être seulement Barassi qui est intéressant à suivre dans ce système offensif, parce que Moefana, évidemment, comme c'est en général celui qui pète, il est rarement sur les lancements de jeu, enfin, il est toujours sur des espèces de leurres, des fausses courses, etc., pour essayer de leurrer. Il est très peu utilisé en attaque, en fait. Et donc, c'est pour ça que je comprends pas vraiment pourquoi les gens sont mécontents, parce que les leurs en attaque sont aussi importants que l'attaque en elle-même, quoi. Donc, bon, voilà, Louis Bielbiarré à gauche. Voilà, Louis Bielbiarré à gauche, c'est logique. Penaud absent. Jusque-là, il avait toujours été un des indiscutables, et son match face à l'Angleterre l'a fait chuter. Alors, je pense qu'il reviendra face à l'Irlande. Mais là, ce qui va être intéressant de voir, ça va être l'harmonie du triangle arrière. Sauf que, je parle de l'harmonie, mais comme Ramos et en 10, c'est pas vraiment le triangle arrière. C'est-à-dire qu'avec Barré en 15, moi, la chose principale que je vais regarder, ça va être la défense sous les ballons hauts défensifs. C'est-à-dire que quand Pagerello ou quand Garbisi ou quand Thomas Solane vont allumer des quilles, ce qui va être intéressant de regarder, c'est si Barré va être impérial. Et si les coups de pied sont sur l'aile d'Atisogbe, c'est de voir comment Atisogbe va se débrouiller. Est-ce qu'il va être meilleur que Penaud? Est-ce qu'il va avoir plus d'assurance? Comme il joue aussi 15, normalement, il a un peu plus de facilité. Et sur ce plan-là, c'est ce qui va être forcément un peu plus intéressant. Autre chose aussi pour Atisogbe, la défense. Vous avez vu que Penaud face à l'Angleterre a manqué 5 plaquages, il s'est échappé sur plusieurs rucks, Ramos l'a engueulé. Il va y avoir des choses à regarder sur Atisogbe, notamment sur ce plan-là. Est-ce qu'il est plus complet? Tout ce que j'ai dit auparavant, mais en plus de la défense. Ensuite, en numéro 15, pareil qu'Atisogbe, la présence sous les ballons hauts défensifs. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est aussi qu'est-ce qu'il va faire avec la balle. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Est-ce qu'il a pour but de relancer absolument tous les coups de pied, ou est-ce qu'il va utiliser le pied? On connaît Barré, on l'a déjà vu avec le 15 de France, mais avec l'équipe australienne en face, inconsciemment, j'ai l'impression que des fois certains joueurs se disent bon, de toute façon je vais relancer à la main, la défense est pourrie, ce qui est plus vraiment le cas. Donc c'est ma petite inquiétude perso, j'ai peur pas de l'excès de confiance, mais de l'excès de zèle face à l'Italie. Tu sais, le fameux truc de comment ça s'appelle, c'était jouer tout seul, quoi, vouloir faire gagner tout seul. C'est absolument pas ce qu'il faut faire maintenant. Tu pouvais le faire peut-être il y a 5 ans face à l'Italie, aujourd'hui c'est plus possible. Donc voilà, pour ce 15 de départ, il y a que ça à dire, entre autres. Ce qui va être intéressant ensuite sur le banc, c'est évidemment... Alors en fait, c'est intéressant ce qu'a fait Galtier avec le banc en 7-1, mais au niveau du management des risques, j'ai l'impression que c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer pourquoi. Quand les Springboks ont fait leur banc en 7-1, c'était durant les matchs de phase de poule de la Coupe du Monde, et c'était face à la Nouvelle-Zélande en match amical. Des matchs sans aucun enjeu, dans la mesure où le match de poule face de la Coupe du Monde, il avait déjà gagné en somme, enfin ils n'allaient pas refaire une Japon. Là en fait, tester le banc en 7-1 face
à l'Italie, même si c'est que l'Italie. Moi, j'ai du mal avec les trucs de que l'Italie, parce que l'Italie maintenant est une équipe extrêmement dangereuse si tu fais pas attention. La France l'a payé au prix fort aux dernières 6 nations. Mais en fait, ce banc en 7-1 me perturbe. Pourquoi? C'est-à-dire que, déjà, il faut comprendre pourquoi ils font ce banc en 7-1. C'est-à-dire que, vous l'avez vu à Twickenham, Gaëton, en général le deuxième arrière, est assez peu utilisé. Quand il rentre en général, c'est déjà gagné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la ligne arrière en fait est tellement bonne que le deuxième arrière il rentre pas en fait. C'est-à-dire que bah, pourquoi tu le ferais rentrer? Alors peut-être pour un peu de fraîcheur, mais voilà. Pourquoi en fait il y a Gaëton en général sur le banc en 6-2? Bah, pourquoi il y a un deuxième arrière? C'est pour la gestion de risque. C'est-à-dire que le banc en 7-1 est génial parce que comme le système français offensif est extrêmement demandant physiquement pour les avants, on sait qu'avec des joueurs comme Antonio ou comme Meafou, passer la 50e, enfin passer la mi-temps même, ça peut commencer à tirer. Pour Antonio, même passer la 30e, ça peut commencer à tirer. Et on le comprend, il est à, je crois que c'est le Middle qui en parlait ce matin, il a 30 matchs de moyenne sur les 10 dernières saisons, c'est énorme. Et en fait, moi je comprends la baisse d'intensité d'Antonio, mais le problème c'est qu'il n'y a personne derrière. C'est-à-dire que tous les piliers droits qu'on avait promis comme les remplaçants d'Antonio n'ont jamais atteint son niveau en fait. Et c'est pour ça qu'on en ressort à Aldeguerri, parce que Tatafou est pas là. Colombe, je sais même pas pourquoi il est pas là, mais voilà. Il n'y a pas d'autre solution pour le poste de numéro 3 qu'Antonio. Et en fait, plus on avance vers la Coupe du Monde, plus ça va devenir dangereux de compter uniquement sur Antonio pour le poste de pilier droit. Ensuite, je reviens sur ce banc 7-1. C'est très demandant, donc ça va permettre en fait ce banc 7-1 à 7 avant. Donc je pense que ce sera Aldrit qui restera sur les 80 minutes. Mais ça permet aux 7 autres avant de savoir qu'à la 50e ils sortent. Donc pendant 50 minutes, ils vont monter le curseur. Un peu plus, c'est 10 ou 20% de plus, pour qu'en fait ils se retrouvent out à la 50e. Et donc voilà. Pourquoi ça me pose problème ce banc 7-1? C'est-à-dire que j'adore l'idée de foutre 7 avant d'un coup, bombe squad à la sud-africaine. Bah, voilà, ça met un impact considérable. Et avec des profils comme Baye, comme Marchand, comme Taofi Fenois, comme Gelon, c'est pas l'assurance de gagner, mais c'est l'assurance d'un impact sur le jeu. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'est-ce qui se passe si un joueur du 11 au 14 se pète? Qu'est-ce qui se passe? Là, admettons, le pire scénario, Biel Biarré se pète à la 11e minute. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer Lucu. Lucu, qu'est-ce qui se passe? Dupont glisse en 10, Ramos glisse en 15, Barré glisse à l'aile. Tout ton système offensif autour de Dupont qui mobilise les avants est out. Out. C'est pareil. C'est pareil si c'est Barassi qui se blesse. C'est pareil si c'est Moefana. C'est pareil si c'est Atisogbe. Si c'est Barré qui se pète, en fait, tu fais juste rentrer Lucu, Dupont en 10 et Ramos en 15. Si c'est Ramos qui se pète, c'est encore plus chiant parce que du coup, tu passes sur Lucu, Dupont en 9-10. C'est pas que c'est des bricolages, mais on l'a vu cette semaine à l'entraînement avec, vous l'avez vu si vous étiez en stream avec moi cette semaine, le tweet de Pierre Thévenet qui racontait en direct de Marcoussis qu'il y avait quelques incompréhensions, qu'on avait notamment testé Gégou au centre. À mon sens, pour une équipe de France, mettre un troisième ligne au centre, c'est un petit peu barbare. Ça peut être, moi je le redis encore, ça peut être intéressant sur le poste, sur l'impact que les 7 avant vont avoir sur le jeu, mais en fait, dans le management de risque, faut vraiment croiser les doigts, quoi. Tu passes à lourde avant d'y aller. Et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que c'est la France du French flair. C'est pas la France des arrières, parce qu'il faut évidemment nos avants. Mais un banc 6-2 est parfait aussi. Enfin, juste sur ce plan-là, même si tu fais pas rentrer Gaëton, tu vas en Italie avec l'assurance de pas avoir tout ton système de jeu qui est défoncé. Si un joueur se pète derrière, quoi. Alors ouais, tu vas avoir des garanties des avants, mais derrière, je le dis encore, faut vraiment, ouais, tu passes au Vatican et tu demandes un sermon spécial du pape, quoi, parce que là, faut vraiment pas espérer qu'un arrière se pète, quoi. C'est ça qui me pose problème avec le banc en 7-1. Et donc voilà pour cette compo. Pour analyser la compo de l'Italie, on se retrouve ce soir à 21h, non à 18h pardon, sur la chaîne du 6 Nations Rugby. On va parler de toutes les compos de cette troisième journée du 6 Nations. Il y a des matchs exceptionnels, donc on se retrouve sur la chaîne du 6 Nations Rugby à 18h, soyez là. Et puis après, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, probablement pour le débrief de ce match. Et face à l'Italie, on va regarder le match tranquillement dimanche.
Bon match à tous. J'ai pas de mot de la fin. Je suis désolé, j'ai j'ai du mal à quitter les vidéos, donc voilà, ciao.